Bonjour. Bonjour. On va marquer 10 heures. Voilà, tout le monde est réveillé. On va commencer à l'heure, essayer de finir à l'heure aussi. Alors, bien sûr, les meilleurs vœux pour l'année, que tout va mieux que les 2 années précédentes. Je ne vais pas faire... Ah oui, je vais enlever mon masque, ça sera peut-être plus audible. Donc, on ne va pas faire un cours sur le Covid, on en entend assez bien parler. C'est sûr que pour nous, ça fait un grand changement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir. Il y a eu toute une période aussi où on était ouvert que sur rendez-vous. Donc ça a freiné beaucoup de monde. N'oubliez pas, les graines vont être là. Hein, donc même si vous écoutez éventuellement les cours sur Internet, pour ne pas vous déplacer, ben, c'est bien parce que bon, les cours sont quand même apparemment intéressants parce qu'ici, le cours du mois passé, on a quand même 1800 vues de différentes personnes. Donc on ne travaille pas que pour, c'est toujours bien, mais que pour le nombre de personnes qui sont présentes dans le local. Je voudrais aussi remercier surtout tous les bénévoles qui donnent un coup de main. Pour l'instant, c'est surtout le jeudi. Ceux qui donnent un coup de main, je pense à l'administratif avec Monique Fleur, Annie et tout ça. Au jardin avec Michel, Jérémy, il y a Charlie, il y a Sabine, Christophe, etc. Et j'en ai certainement oublié encore. Bernard. Bernard. Oui, Bernard. Annie aussi, qui fait une partie du jardin pour l'année prochaine, qui prépare. Donc un grand merci pour ceux qui restent dans le local, pour recevoir les gens, pour ça y est, pour aider un petit peu à expliquer comment faire pour ceux qui viennent donner un coup de main pour mettre les graines en sachet, etc. Donc la mise en sachet a déjà débuté très doucement, mais débute à partir de la semaine qui vient, donc à partir de lundi. Comme on a toujours affirmé que ça allait toute la journée et qu'on a décidé de le faire l'après-midi, je vais vous dire pourquoi. Donc les premiers jours, on va peut-être essayer d'être là quand même le matin, si quelqu'un se déplace qui n'était pas encore au courant que pour l'instant on commencera que les après-midi. Pourquoi que les après-midi? Parce que ça nous oblige qu'il y a au moins un permanent qui est sur place. Et avant, Gilbert, Josine habitaient sur place. Donc si quelqu'un venait ou s'il n'y avait personne, pour eux, ça changeait moins, quoi. Tandis que pour nous, si on vient et qu'il n'y a personne qui vient donner un coup de main, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a toujours à faire, mais bon. Donc pour l'instant, sauf si par après on aura des plus gros arrivages peut-être, mais ça on avertira. Pour l'instant c'est l'après-midi, de 2h à 5h30. Voilà, donc les permanents c'est le jeudi, et là aussi on peut venir donner un coup de main. Là il y a souvent plus de personnes, donc parfois plus de difficultés à garder la distanciation, mais de toute façon, quand on est au local, sauf pour donner le cours comme je fais maintenant, on met le masque et on essaye d'être prudent le plus possible quand même. On va cette semaine réorganiser la grainothèque. Pourquoi je le dis comme ça avant que c'est fait? C'est pour que quand les gens ils arrivent, il faudra peut-être moins expliquer à chaque personne le changement qu'il y aura eu. Donc on ne va plus travailler avec tout un pan de mur qui continue, avec un serpentin qui continue sur toute la salle, mais on va se baser sur des armoires. Et en haut, on mettra le numéro du début et de la fin de la colonne qu'on aura remplie. Donc ça, c'est un projet pour mercredi. Donc logiquement, jeudi, l'organisation sera différente pour prendre les graines. Pourquoi? Pour qu'il y a peut-être moins
de déplacement de ceux qui viennent chercher et on embête l'un l'autre à chaque fois qu'on doit passer. On verra ce que ça va donner. À mon avis, ça sera plus facile de retrouver le numéro qu'on a besoin. On verra. Pour le jardin d'ornement, ce mois-ci, on ne va pas faire, vu encore toujours la situation de Covid. On va éviter de le faire. En plus, comme on parle souvent ou presque toujours des choses d'actualité à faire, ou des plantes actuelles à voir et éventuellement après à acheter si on a envie. Au mois de janvier, il y a peut-être moins de ces choses-là à faire, donc on va reporter au mois de février en espérant qu'on pourra faire des réunions un petit peu plus normales que pour l'instant. N'oubliez pas la bibliothèque, bien sûr, ceux qui ont encore des livres à ramener, n'oubliez pas. Alors, on peut aussi donner un coup de main chez soi pour fabriquer les sachets. Des sachets de récupération. Quand on reçoit une belle facture, souvent l'enveloppe elle passe au feu. Donc qu'est-ce que moi je fais? Donc du côté, il y a souvent une fenêtre. Je prends une petite paire ou une grande paire de ciseaux et je coupe. Ici c'est déjà fait, hein, mais un tout petit liseré. C'est déjà fait parce que la facture est déjà partie. Et alors, on sait sortir son document sans qu'il soit abîmé. Bon, s'il faut, on tapote un petit peu comme ça pour être sûr de ne pas couper dedans. Et après, on va couper un petit peu au-dessus de la fenêtre. Donc, 1 ou 2 centimètres au-dessus. Voilà, on coupe avec les ciseaux. Maintenant, il y a un souci là, parce qu'il y a un petit trou, donc on perd les semences. Moi, je préfère, il y en a qui font une petite agrafe, mais moi, je préfère, quand on a une ou deux enveloppes à la fois, je prends un tout petit collant, je le mets voilà, dessus, que le trou est bien fermé, et je le replie. S'il dépasse un petit peu, ici, il ne dépasse pas, mais l'enveloppe, elle est bien fermée. Et les graines vont plus sortir. Bon, si maintenant on a des enveloppes à l'ancienne, la même chose, on peut aussi les couper légèrement, donc une petite fêlure. Ceux-là, on peut à la limite les donner comme ça on aura des sachets pour mettre par exemple les petits pois ou les haricots, hein, donc pour des quantités un petit peu plus importantes. Donc bien voir que le petit coin est bien fermé. Ici aussi, j'ai mis des collants sur les deux coins, parce qu'ici, il y a deux coins du coup. Et voilà. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Et ça ne coûte qu'un tout petit peu de collants. Maintenant, celui qui veut fabriquer des sachets dans ce style-là, donc avec des papiers de recyclage, c'est toujours mieux de ne pas avoir d'écriture. Bon, s'il reste assez de place blanc pour mettre un cachet avec les numéros et le prix, c'est valable aussi. Ça peut être des vertes, des jaunes, des oranges, ça on s'en fout. Du noir c'est peut-être plus embêtant parce que le cachet on le verra pas. Hein, donc on prend une feuille de récupération, voilà. Ici il y a un côté qui a été imprimé, qui ne sert pas. Donc avec un petit couteau, donc je l'ai plié en 4, avec un petit couteau je vais l'ouvrir. Voilà, donc je peux faire 4 sachets avec une feuille. Bon, maintenant il y a deux façons de faire. Moi j'aime bien les sachets qui sont un petit peu plus larges et peut-être moins hauts. Pour celui qui doit mettre les graines dedans, c'est parfois plus facile. Donc il y a, avec la même feuille, il y a un modèle un peu plus large et un modèle un peu plus haut. Voilà, c'est plutôt celui-là et celui-là. Vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est deux façons différentes de faire. Donc je plie avec le côté imprimé vers l'intérieur, bien sûr. Voilà. Et alors avec ma petite paire de ciseaux, pour faire une pochette un petit peu en largeur, sur
un petit centimètre jusqu'à la plie, des deux côtés. Hop, hop, hop. On coupe les petits bouts qu'on n'aura pas besoin. Je referme, je prends un tube. Bon, maintenant, ça peut être aussi éventuellement la colle à tapisser. Mais surtout, il ne faut pas faire avec du blanc d'œuf ou avec de la farine, etc. Parce qu'après, ça se désintègre et le sachet, il tient pas. Moi, je prends un stick, c'est pas ça qui coûte très cher. Et vous mettez sur la feuille, là, il ne faut pas salir votre table, vous mettez là, un bout de colle, et vous repliez tout simplement les deux petits bouts qui ont été gardés. Voilà, et mon petit sachet qui est fait. Donc c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. Pour l'autre variété de sachets, on va plier aussi avec le côté imprimé de l'intérieur. On ne va pas jusqu'en haut de la feuille, donc on garde une languette au-dessus, on plie. Voilà. On peut éventuellement couper un petit coin si on a envie. Il ne faut pas que je fasse des bêtises. Et je dois couper aussi un petit bout. Pour ça, je trouve que l'autre façon de faire est peut-être plus simple. Voilà, on va couper. Bon, autrement, quand je le fais à la maison, je tremble un peu moins. Voilà. Donc, il y a la même chose, un petit bout de colle. Voilà. Peut-être un petit peu là. J'ai un petit amas. Voilà. Alors, j'aurais pu encore couper là éventuellement, mais bon. Et le petit sachet, il est fabriqué aussi. Ça dure 2 minutes et une fois qu'on a le rythme à tout couper, les papiers à la fois, etc., travailler un peu à la chaîne, ça va peut-être encore aller plus vite. Hein? Bien s'assurer quand même que ça colle. 50 à l'heure? Oui. Ben, c'est à peu près en ville, c'est à peu près ça qu'on peut faire. Ah, je regarde l'heure, je regarde quand j'ai fini, je pense que je vais lâcher. Ah. Donc voilà, Rien que les couper, si hein, ça c'est dans vous la plaît, vous êtes toujours le bienvenu avec 10, 20, 500, 2000 sachets. Nous autres, on en consomme en moyenne peut-être 60 000. Les années que c'était full arrivage de gens qui prenaient leurs semences. Un petit peu pour ça aussi qu'on est obligé de revoir un peu nos prix, parce qu'on a quand même dû jeter pour des centaines et des centaines d'euros de semences qui étaient périmées. Hein? Donc pour l'instant on est prudent, donc on n'achète plus les énormes quantités. Mais du coup aussi, les prix augmentent un petit peu. C'est normal. Certaines choses vont être à peu près au même prix. Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas dépasser le 1 euro par sachet. Et alors comment on fait? On diminue le nombre de graines qu'on met dans le sachet, comme ça, ça reste accessible à tout le monde. Comme déjà les quantités qu'on achète sont plus petites, il y aura peut-être pas, ça correspondra peut-être pas avec le grammage qui est marqué dans le catalogue. C'était déjà un petit peu comme ça. Par exemple, sur certaines laitues, il y avait des sachets pour le même prix, qu'on avait beaucoup de semences, et d'autres qu'on en avait relativement peu. Et ça, c'est le prix de revient que nous, on paye pour les graines qu'on fait culbuter sur le prix et sur la quantité qu'on met dedans. Voilà. On va arrêter là pour les petites enveloppes. Je vais fermer ma colle. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais promis de parler un petit peu sur la fertilisation du jardin, donc je vais un petit peu parler là-dessus. Ça sera de la théorie, je regrette. C'est l'hiver qu'on essaye de passer un petit peu de théorie parce qu'encore une fois,
Dans la pratique, il y a très peu de choses urgentes à faire pour l'instant. Après, Michel, il va quand même parler un petit peu d'une paire de plantes, l'artichaut et le cardon, qui seront peut-être un petit peu moins théoriques que ceux que moi je vais vous parler. Celui qui a eu toujours du mal à rester éveillé quand il était à l'école, parce que la théorie, qui prend une bonne tasse de café à côté de lui, je vais essayer quand même d'être concret et de ne pas être trop barbant. Donc la fertilisation au jardin, en permaculture, on essaye que le sol soit toujours à une certaine richesse. Hein, donc on ne travaille plus comme avant avec les engrais chimiques, qu'on va donner juste au moment qu'on va cultiver quelque chose, un engrais qui sera assimilable tout de suite. Donc en permaculture, on essaye de recycler le plus possible ce qu'on a sur place. Et on peut éventuellement, pour certaines plantes plus exigeantes, alors rajouter un petit peu de fertilisant. Ce qui va au niveau du porte-monnaie quand même faire une grande différence aussi, parce que les engrais sont de plus en plus chers. Surtout la potasse, il paraît même qu'il y en a qui la stockent pour faire lever les prix, ce qui spécule là-dessus, quoi, hein. Maintenant aussi, il y a des engrais qui viennent peut-être des pays plus lointains, et on sait que le commerce pour l'instant c'est assez à l'arrêt, ça sera une pénurie, comme pour tout. Maintenant les pellets sont peut-être en pénurie, et le bois, etc. Donc là aussi on aura peut-être encore une fois une augmentation. Est-ce que c'est toujours une obligation d'augmenter les prix, ou est-ce que c'est parfois aussi un petit peu filou de nous sortir un petit peu plus d'argent de notre portefeuille? Bon, je vous laisse juger chacun à savoir ça. Donc il faut un sol qui peut toujours nourrir les plantes. C'est ça l'idée de la permaculture. Donc un sol qui est vivant. Pour qu'il soit vivant, pour que nous on est vivant, on a besoin de manger et de boire. Un sol peut rester vivant que quand il a à manger et quand il a à boire. Donc je ne parle pas de plantes, je parle de sol. Et c'est le sol après qui est vivant, qui va fabriquer ce dont la plante elle a besoin. Bien sûr, il faut de l'eau aussi. En permaculture, on essaye le moins possible d'arroser. Ici dans le jardin, Gilbert n'arrosait jamais. Comment on peut obtenir ça? Ben justement en ayant un sol très vivant qui contient beaucoup d'humus. L'humus, c'est la matière noire qui est dans le sol, donc c'est la dégradation de tous les éléments qu'on a mis sur le sol pour composter, pour faire une couche éventuellement aussi de paillis, qui va donner une matière qui est comme une éponge, qui va aussi recevoir l'eau et qui va le garder. Hein, pas comme ce qu'on voit beaucoup maintenant, des champs qui ont été maltraités, toute l'eau tombe dessus, il n'y a plus de matière vivante, alors qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle ruisselle, elle s'en va, et elle peut même faire des inondations, etc. Maintenant, ça c'est la théorie. Maintenant, en pratique, chacun y voit un peu chez lui ce qu'il sait faire, et les éléments qu'il a. Bon, pour la plante, maintenant, les éléments les plus importants, c'est l'azote, c'est le phosphate, c'est le potassium et toute une série d'autres petits éléments qui sont peut-être moins présents, mais qui sont aussi importants. Parce que chaque élément a besoin, chaque plante a besoin de différents éléments pour savoir bien pousser. Et chaque variété dans les familles des plantes ont besoin de particularités. Donc, quand on sait ça, on se dit, ben, il faut qu'il y a de tout partout. Donc, c'est un petit peu à ça que je veux venir. Donc, il faut du calcium.
magnésium, du soufre, des oligoéléments qui sont éventuellement le bore, le cuivre, le cobalt, le sodium, le nickel, l'iode, le vanadium, le zinc, le fer, le silicium, et je pourrais continuer encore une demi-heure à nommer des choses. Je ne vais pas le faire. Tous ces éléments se trouvent dans les matières qu'on va recycler, à condition qu'on recycle le plus possible de différentes choses. Recycler, ça veut dire remettre sur le sol, s'il faut vraiment remettre sur un tas de compost, les différentes choses. Mais essayer de mélanger le plus possible. Il y a aussi les fumiers. Et tout ça, je vais y arriver par après. Donc, et toutes ces choses-là qu'on va faire se composter sur place vont créer justement aussi l'humus en même temps de ce qu'on a besoin, et cet humus va retenir les éléments que j'ai nommés, l'azote, le phosphore, le potassium et tous ces oligo-éléments, va aussi dans cette éponge, va les garder. Et c'est la plante qui va émettre des sécrétions par ses racines, qui vont indiquer ou qui vont appeler à se libérer les matières qu'elle a besoin. Voilà. Et je crois qu'il y a une grande différence justement entre les engrais chimiques et les engrais organiques, que les engrais chimiques sont solubles et directement assimilables par les plantes. Ceux qu'on ne fait pas en culture biologique, c'est vraiment des engrais non assimilables directement et qui se dégradent au fur et à mesure grâce aux micro-organismes. Donc c'est ça la grande différence entre les deux méthodes de culture. Donc les matières organiques seront transformées par les micro-organismes du sol, vont être mangés si on veut parler comme ça, pour en faire des nutriments assimilables par les plantes. Mais ça mettra du temps. Donc ça ne se fait pas comme Michel vient de dire, comme les engrais chimiques ou d'autres engrais peut-être plus quand même encore bio entre guillemets, je pense aux viandes de poule et tout ça, qui vont quand même aussi lessiver un petit peu si on les met telles quelles. Donc il faudra des semaines et des mois peut-être à le faire, mais un jardin on ne le fait pas pour une saison, un jardin on le fait pour une partie de notre vie. Donc en l'enrichissant au fur et à mesure, le jardin deviendra aussi un peu à la fois beaucoup plus fertile. Donc, dans les éléments que j'ai appelés, là, il y avait l'azote. Sans azote, il n'y a pas de protéines, donc pas d'engrais. Non, il n'y a pas de protéines, donc pas d'enzymes, et donc pas de photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est quoi? C'est les rayons du soleil et de la lumière qui sont captés et l'énergie qui est utilisée par les plantes pour pousser, pour fructifier, etc. On sait que dans l'air, il y a à peu près 78% d'azote. Donc ici, dans la pièce, il y a énormément d'azote, mais la plupart des plantes ne savent pas s'en servir tel quel. Et elles ont besoin du sol pour savoir capter l'azote qui s'y trouve. Il y a certaines plantes, comme par exemple les petits pois, les haricots, donc toutes les légumineuses, qui peuvent être des arbres aussi. Il y a des arbres de la famille des légumineuses, etc. Donc il y a toute une gamme de plantes qui savent le faire. Et alors qui stockent souvent sur leurs racines, il y a des nodules qui se forment et qui sont des petites usines à azote qui peuvent alors servir aux plantes qui viendront à côté ou aux plantes qui vont prendre la relève par après. Les micro-organismes se dégradent et dégradent les matières organiques en NO3. Ça veut dire des nitrates, qu'on dit vulgairement. En ammonium, le NH4,
Et en sachant ça, c'est comme ça qu'ils ont fabriqué des engrais chimiques en fait. Ils mettaient plus que le NO3 et le NH4 et ça devenait de la poudre à canon. C'est de là que l'industrie a commencé. Hein. Parce que pour faire les guerres, il fallait de la poudre à canon et ces choses-là, je ne vais pas donner les formules, hein. Mais ces choses-là servaient à faire les bombes. Mais après la guerre, il y en avait moins besoin, mais les usines étaient là, donc il fallait bien un débouché et ne pas fermer les usines. Donc on a mis au point les engrais chimiques, qui effectivement, les premières années, 10 ans, 20 ans peut-être, donnaient des résultats formidables. Et on s'est laissé piéger parce que notre sol, il se détériore justement avec ces matières-là parce qu'ils sont trop forts. Donc, ça détériore le sol, ça détériore surtout aussi la nappe phréatique et l'eau qui va dans les rivières et qui polluera par après les océans et la mer. Hein, donc, les plantes sont obligées de prendre ce qu'on donnait et tout ce qu'ils ne prennent pas avec les pluies, ça descend dans le sol et ça va dans les nappes phréatiques. Avec les ruissellements, ça part aussi. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que aussi ça détruit les mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont les champignons qui sont nécessaires à transformer aussi les matières organiques en nutriments pour les plantes. Les mycorhizes, ce sont des champignons invisibles à l'œil nu qui sont partout. C'est pour ça aussi qu'on essaye aussi de remuer le moins possible le sol pour ne pas casser ce tapis de mycorhizes qu'on a dans son jardin. Quand on a un jardin en permaculture depuis quelques années, on évite presque de travailler son sol. À la limite, on passe encore une fois la grelinette s'il faut, mais le moins possible. Moi, je travaille la plupart du temps avec donc, un mulching, avec une couverture de sol, que je vais écarter légèrement, merci Michel, que je vais écarter légèrement et avec mon petit plantoir ou éventuellement pour semer, je sème dedans, je recouvre légèrement, donc avec un petit râteau ou quelque chose. Sinon, je prends ma petite pelle, je fais mon petit trou et je repique ma plante qui a déjà poussé dans un pot, et la plupart du temps je travaille comme ça, sans remuer le sol. Maintenant, si vous avez un sol très compact, il faudra les premières années quand même travailler son sol. Voilà. En sachant qu'on détruit aussi une partie de la vie du sol. Les vers de terre, par exemple, si on prend un petit motoculteur, ben, ils sont hachés, hein, et un ver de terre coupé en deux ne fait pas deux vers de terre, comme longtemps on pensait, parce qu'il continue à bouger, mais ils vont mourir après. Donc, ça veut dire donner suffisamment de matière organique au sol. Ça, vous avez compris. Cultiver des légumineuses, éventuellement. Hein, donc, et savoir que là où il y a eu les petits pois, où il y a eu les haricots, etc., il y a déjà de l'azote qui a été rajouté, à condition qu'on n'arrache pas les plantes. Donc on coupe les plantes, que les racines restent dans le sol, et on va creuser son petit trou à côté pour planter ce qui va suivre. Et on recycle bien sûr, soit sur place, soit sur le compost. Moi je préfère sur place si c'est possible, la verdure qu'on a fauchée. Donc, et éventuellement, on peut donner un petit supplément avec de l'engrais, alors organique, ou des fumiers, etc., vis-à-vis de la plante à qui on a affaire. Il y a des plantes, mais ça, Michel, il en a parlé le mois passé. Il y a même sur Internet, on peut trouver ce qui a besoin de beaucoup de fertilisation. On va peut-être une fois devoir aller un peu plus loin encore et dire qu'il y a besoin de beaucoup d'azote, beaucoup de phosphate, beaucoup de potasse par plante. Mais bon, ça c'est un rêve peut-être pour l'avenir. Attention, on empêche avec l'azote. Trop d'azote donne des plantes molles et des plantes qui filent, qui deviennent peut-être énormes
à la vue c'est peut-être bien, mais ils sont remplis d'eau et ils vont être vraiment la proie des maladies à champignons et des pucerons. Donc trop d'azote, c'est pas bon. Pas assez d'azote, c'est pas bon. Comment on sait qu'il n'y a pas assez d'azote? C'est quand les feuilles commencent à jaunir. Successivement, on voit que les feuilles jaunissent un peu, c'est qu'il y a un manque d'azote. À ce moment-là, on peut peut-être avec le sac d'engrais ou un fumier ou une décoction ou un purin et y remédier. Mais jamais faire une forte dose. Un peu à la fois, beaucoup mieux qu'une forte dose. Nous aussi, on mange 3 ou 4 fois par jour. Si on mangerait qu'une fois par jour, je ne sais pas si on serait aussi en forme qu'on peut l'être en mangeant 3 fois. Les plantes, c'est un peu la même chose, mais eux, ils ne parlent pas de jours, ils parlent de semaines. Voilà, donc ça c'est l'azote. Deuxième élément, c'est le phosphore. Qu'est-ce qui fait le phosphore? Il favorise la croissance, surtout des jeunes plantes. Ce sont les mycorhizes que j'ai dit tout à l'heure, donc ce sont des champignons microscopiques qui devraient se trouver dans un sol vivant, qui libèrent le phosphate, le phosphore, pour qu'il soit assimilable par la plante. On en trouve dans la moutarde, donc quand on fait un engrais vert. On ne doit pas aller mettre un pot de moutarde sur le jardin. Mais quand on cultive des engrais verts, on peut mettre de la moutarde qui va en contenir. Le trèfle, par exemple, le lupin et la consoude aussi. Et quand on n'a pas tout ça, on peut travailler avec la poudre d'os. Donc si par exemple, donc ça fait dire que quand on va repiquer, donc on a semé dans une terrine, on va repiquer dans des godets individuels, on peut peut-être prévoir un tout petit peu de poudre d'os mélangée plutôt qu'un engrais azoté, parce qu'un engrais azoté va faire pousser, encore une fois, faire filer. Donc on va peut-être mettre, ça vous pouvez essayer, vous donner les résultats par après, ça me serait profitable aussi d'avoir votre opinion là-dessus. Les phosphates et les superphosphates qui vendent dans le commerce, qui sont issus d'usines, ont bien sûr un transport polluant. Ils viennent de loin. Ils sont lessivés par les pluies. Donc ça veut dire qu'ils se trouvent dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques qui servent à nous avoir de l'eau potable aussi. Hein. Donc il n'y a pas que pour les rivières ou pour la mer, directement pour nous, ça a déjà beaucoup d'influence. Hein. Ça donne les algues vertes qu'on peut trouver parfois dans le temps. On voyait ça, maintenant c'est réduit parce que les fermiers en utilisent de moins en moins. Mais on avait les rivières et les petits cours d'eau qui étaient ouverts. Ben, c'était les superphosphates et les phosphates qui avaient été lessivés, qui se retrouvaient en trop grande quantité dans la rivière. Et on avait même des bords de mer près d'où il y avait un fleuve qui arrivait en mer, qui était pollué par des algues vertes. C'était surtout ça, pas que ça, hein, mais c'était surtout à cause de ça. Voilà. Un manque de phosphore, comment on le voit? Un manque de phosphore se voit à ce qu'il y a des taches qui apparaissent sur les feuilles. Des taches bleues, des taches parfois vertes mais d'un autre ton. Des taches, ça peut être rouge, violette aussi. Donc là, on voit qu'il manque un petit peu de phosphore dans son sol. Donc à ce moment-là, on va peut-être aller chercher notre sac ou notre bidon avec la poudre d'os et rajouter un petit peu, si ce n'est que par endroit, on en met que sur un endroit. Si c'est plus généralisé, on va peut-être une fois, la poudre d'os va se dégrader en une longue période, donc on va peut-être en mettre un petit peu plus partout.